Et si on parlait de sport ? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de Et si on parlait de sport ? Une émission exclusivement consacrée au sport que nous avons le plaisir de vous présenter avec Laurent Garnier tous les mercredis. Bonjour Laurent. Bonjour Audrey. Nos invités du jour, Laurent Darcos et Daria Fastre-Boursinac pour le tennis. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Et André Lafenêtre et Morgane Faure pour parler du Toulouse Beach Sport. Au sommaire, pour ceux et celles qui découvrent l'émission, celle-ci se déroule en deux parties, comme un match avec deux mi-temps de 2 fois 15 minutes. Dans l'avant-match, nous retrouverons les résultats sportifs des grands événements de la semaine, suivi de la chronique du tour avec une interview exclusive réalisée par Pauline Gaston-Conduite de Sylvain Chavanel, coureur cycliste français professionnel de 2000 à 2018 et qui a remporté à lui seul 3 étapes du Tour de France. En première mi-temps, nous accueillons Laurent Darcos et Daria Fastre-Boursinac pour parler de tennis et du tournoi de Wimbledon. La deuxième mi-temps, nous vous emmènerons dans l'ambiance du tournoi Toulouse Beach Sport à la rencontre d'André Lafenêtre, organisateur de l'événement, que nous retrouverons en compagnie de Morgane Faure sur ce plateau. La chronique de ce match avec Augustin Fenet, kinésithérapeute et joueur du tennis qui donnera des conseils aux pratiquantes et pratiquants de tennis qui vont jouer pendant les vacances. Mais avant d'entrer sur le terrain, place aux résultats sportifs du week-end. Et si on parlait de sport ? Avant-match. Et oui, avec des résultats sportifs passionnants puisque nos petits bleuets de rugby ont écrasé l'Angleterre, le fameux crunch. Ils se qualifient pour la finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans après un net succès de 52 à 31, 7 essais à 4 sur l'Angleterre en demi-finale au Cap en Afrique du Sud. Les bleuets doubles tenants du titre affronteront vendredi prochain, le 14 juillet à 19h, l'Irlande. En finale de la Coupe du Monde, ils seront en course pour un 3e titre d'affilée. En Formule 1, Grand Prix d'Angleterre à Silverstone, toujours le même, le néerlandais Max Verstappen sur Red Bull a remporté le dimanche le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone devant Lando Norris sur McLaren et Lewis Hamilton sur Mercedes. C'est la 8e victoire de la saison et la 6e d'affilée. Week-end noir par contre pour nos Français. Esteban Ocon n'est pas allé plus loin que le 9e tour, victime d'une fuite hydraulique. Quant à Pierre Gasly, en pleine bataille au 46e tour avec Lance Stroll, il a été percuté à la roue arrière et contraint à l'abandon. En paraathlétisme, les mondiaux donc du paraathlétisme à Paris au stade de Charletti, à un an des Jeux, répétition majeure et un enjeu sportif avec les grands quotas à la clé. La France en avait besoin, a déclaré la présidente du comité paralympique et sportif français, Marie-Amélie Le Fur, ex-athlète handisport multimédaillée. Elle a dit « À 400 jours des Jeux, on a encore besoin de visibilité des athlètes paralympiques, de faire rêver les enfants en situation de handicap en leur montrant des modèles ». Donc les championnats du monde de paraathlétisme à Paris ont délivré dimanche leur première médaille, sans succès pour la Française Delia Boulagliam, qui marquait l'entrée en lice des Bleus. La pensionnaire de Lyon Athlétisme, qui concourt en catégorie T11, déficience visuelle, n'a pu faire mieux qu'une 7e place lors de son épreuve de saut en longueur, pour ses premiers mondiaux à 33 ans. La compétition se poursuit jusqu'au 17 juillet. Au tournoi de Wimbledon, plus aucune Française et Français en lice malheureusement à l'issue de la première semaine. Les tenants du titre, toujours en lice, Novak Djokovic poursuit sa route vers un 24e titre en Grand Chelem. Elena Rybakina, tenante du titre, qualifiée sans souci pour les 8e de finale à Wimbledon. Oui, on en parle dans quelques instants avec nos invités. En attendant, en football, l'équipe de France féminine, les Bleus, s'impose largement en Irlande en match amical. D'abord bien contrés, les Bleus se sont détachés juste avant la pause pour s'imposer largement en Irlande 3-0 jeudi dernier. À 2 semaines de leur entrée en lice en Coupe du Monde, les Bleus restent sur une série de 7 matchs sans défaite. 110e édition du Tour de France, victorieux du Puy-de-Dôme à l'occasion de la 9e étape Saint-Léonard de Noblat à Puy-de-Dôme, le Canadien Michael Woods signe le chef-d'œuvre d'une vie de sportif unique. C'est, je vous le rappelle, Michael Woods qui avait gagné la route Occitanie. Côté leader du Tour, Tadej Pogačar a attaqué Jonas Vingegaard dans le Puy-de-Dôme et lui a repris 8 secondes. En Coupe du Monde de BMX Freestyle Park, un peu plus d'un mois après sa 2e place à Montpellier, le vice-champion d'Europe Anthony Jean-Jean a signé sa première victoire en Coupe du Monde de la saison à Bruxelles ce dimanche. Et en BMX classique au championnat d'Europe à Besançon, joli tir groupé des Français en finale du championnat d'Europe, mais pas de titre. Jérémy Rancurel et Romain Racine ont fini sur le podium. Les deux Français ont vu le Néerlandais Nick Kinman s'imposer. Chez les dames, comme en 2021,
2021, la Suissesse Zoe Claessens l'a emporté en finale grâce à un superbe départ. La vice-championne du monde a dominé la Danoise Malene Kinstrup et la Néerlandaise Marelle Smulders. Les Français n'ont pas réussi à briller dans cette finale à domicile. Oui, pourtant on était à Besançon, à domicile, en catégorie jeune. Ça s'est très bien passé, mais un peu plus difficile dans les élites. On passe à l'aviron avec l'épreuve de Coupe du Monde à Lucerne. Ferdinand Ludwig et Hugo Beuret ont remporté dimanche la finale de 2 de couple poids léger des régates de Coupe du Monde à Lucerne. Dans la course féminine, Claire Beauvais et Laura Tarantola échouent à 9 centièmes du podium. En volley Ligue des Nations, on a eu très peur, mais grâce à leur victoire 3-1 contre l'Allemagne dans la nuit de dimanche à lundi à Anaheim aux États-Unis, l'équipe de France a finalement décroché sa place pour le final 8 de la Ligue des Nations qui se tiendra à Gdansk en Pologne du 19 au 23 juillet. Je rappelle qu'ils étaient tenants du titre. C'est l'heure de la chronique du Tour. La chronique du Tour. Pour cette chronique du Tour, nous vous proposons une interview exclusive de Sylvain Chavanel par notre envoyé spécial sur le Tour, Pauline Gaston-Conduite. Je suis actuellement avec Sylvain Chavanel sur la route du Tour. C'est la 8e étape entre Libourne et Limoges. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien coureur cycliste français à la retraite depuis 2018. Vous détenez le record de participation au Tour de France avec 18 départs consécutifs entre 2001 et 2018. En tant qu'ancien coureur du Tour de France, comment vous vivez cette 110e édition ? C'est la première année tout d'abord que je suis pas sur le Tour de France H24 tous les jours. Voilà, donc c'est mon premier mois de juillet depuis tant d'années, donc c'est après plus de 20 ans, auprès des miens, auprès de ma famille. Donc j'apprécie énormément et comme tout supporter et tout passionné, je suis le Tour de France par la télévision. Et quelles sont vos attentes pour cette édition du Tour de France ? Y a-t-il des coureurs en particulier sur lesquels vous avez les yeux rivés ? Non, moi, c'est une vue globale du peloton. Moi après j'ai des coureurs que j'apprécie comme Julien Alaphilippe, nos coureurs français, David Gaudu. Et après j'aime aussi des coureurs comme Wout van Aert où je suis un fan de la Belgique, donc je suis aussi ces coureurs-là. Et en parlant des coureurs notamment français, Victor Lafay a remporté la 2e étape à Saint-Sébastien. Un grand moment pour le français mais aussi pour son équipe, parce que je le rappelle, la formation Cofidis n'avait plus goûté à la victoire depuis quasiment 15 ans et votre succès à Montluçon. Quelles ont été vos impressions suite à la victoire de ce coureur ? Moi déjà, dans un premier temps, j'attendais que j'ai un successeur chez Cofidis, parce que je me mets à la place de la personne qui investit, donc le sponsor Cofidis, qui attendait depuis tant d'années une victoire sur le Tour de France, parce que c'est un gros investissement quand même pour un sponsor d'investir dans ce milieu. Et du coup, ça a mis 15 ans quand même avant de retrouver le goût à la victoire. Donc j'étais très content pour lui et que maintenant c'est reparti sur des chapeaux de roue, quoi. Et le cyclisme français a connu de grandes performances ces dernières années. Aujourd'hui, Gaudu et Bardet sont dans le top 10. Pensez-vous qu'un coureur français puisse se hisser sur le podium aux Champs-Élysées ? Par rapport à ce que j'ai vu depuis le départ, ça risque d'être compliqué, parce qu'on a le gars de chez Bora qui a montré qu'il était très fort. Après, on voit, il y a deux qui sont vraiment au-dessus, Vingegaard et Pogačar. Mais sinon, derrière, ça se joue. Donc oui, pourquoi pas, on peut espérer une place pour un Romain Bardet ou un David Gaudu, mais après ça risque d'être compliqué quand même, il ne faut pas se voiler la face. Le maillot jaune est l'objectif ultime pour tous les coureurs du Tour de France, vous l'avez d'ailleurs porté en 2010. Quel sentiment procure-t-il de porter ce maillot et quel impact peut-il avoir sur la performance d'un coureur ? Moi j'ai le souvenir que c'était un soulagement, c'était une récompense, parce que le Tour de France, vous le savez, c'est la vitrine, c'est la course où il faut se montrer, il faut être là, c'est la plus belle course au monde, la plus médiatisée. Et forcément, de porter le maillot jaune, vous êtes la vitrine pour toute la génération qui arrive derrière. Donc moi, c'était un grand moment d'émotion. Et puis on pense à tous ces efforts fournis à l'entraînement, tout ça, tout ce travail. Donc c'est des émotions qui sont très fortes, qui vous transpercent. Et pouvez-vous partager avec nous un souvenir ou un moment fort que vous avez vécu sur un Tour de France, peut-être une étape ou une édition en particulier qui vous a marqué ? Ce qui m'a marqué, c'était mon premier tour en 2001, donc j'arrivais d'un milieu amateur. Et puis le rêve de tout cycliste amateur, c'est d'un jour participer au Tour de France. Moi, c'était le cas, mon premier tour très jeune, à 20 ans. J'étais le benjamin du Tour, donc moi, ça m'avait marqué parce que le Tour, c'est surdimensionné, c'était une foule énorme. Donc ça, c'est une image qui reste gravée à jamais pour moi.
Et enfin, actuellement, quels sont vos projets depuis que vous avez pris votre retraite dans le cyclisme? Y a-t-il d'autres défis que vous avez relevés ou que vous souhaitez relever dans le futur? Oui, j'ai des défis, mais après, j'ai plus l'âme compétiteur que j'avais dans les années passées. Je me fais plaisir, donc je fais un peu de triathlon que j'ai découvert il y a 3 ans. Après, je fais des courses de chevaux donc, en tant que driver amateur. Donc je peux driver pour des propriétaires. Donc ça me procure aussi des sensations. C'est ce que je recherche aujourd'hui. Et puis après, j'ai des projets immobiliers, tout ça, donc personnels, ce qui me permet d'être actif. Voilà. Très bien, merci beaucoup et bon courage pour la suite. Merci. Le Tour 2023 est lancé. Nous retrouverons la semaine prochaine pour une prochaine chronique du Tour. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission de « Et si on parlait de sport » avec nos invités Laurent Darcos et Daria Fastre-Boursinac. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Laurent Darcos, bonjour. Bonjour Laurent. Daria Fastre-Boursinac, bonjour. Bonjour. Ouais, j'y suis arrivé. Bienvenue et dans Si on Pas parlait trop. de sport, et plus particulièrement de tennis et du tournoi de Wimbledon. Laurent, vous êtes président du, on va dire on se dit d'accord, président du comité de tennis de Haute-Garonne depuis 10 ans, et on peut vous qualifier de passionné du tennis. Ah oui, j'ai commencé très tôt aussi à jouer et je suis dirigeant depuis 30 ans et j'ai 50 ans. Donc on peut dire que j'ai commencé assez jeune. Dans un vrai passionné. Alors, Daria, vous êtes joueuse de tennis au Stade Toulousain. Oui, c'est Avant, vous êtes passé par le club de Blagnac Tennis Club, c'est ça? Oui. Et vous évoluez sur un circuit régional, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Voilà. Il y a une équipe aussi en national, mais pour les tournois, on va dire, c'est sur le circuit des raquettes de la Dépêche. Toujours passionné aussi de Oui. tennis. Tombée dedans toute petite, c'est ça? Oui, assez tôt, ouais. Ça D'accord. m'a passionné. Alors, avant d'aborder le tennis dans le département et la région, j'aimerais avoir votre analyse à tous les deux sur les derniers résultats de Wimbledon, voire de Roland-Garros, par rapport à la participation de nos Françaises et nos Français. Alors, on a une Caroline Garcia qui arrive à faire des résultats assez sympas, qui est 5e joueuse mondiale. Derrière, c'est un peu plus compliqué. Comment vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi ça ne marche pas de notre côté? C'est dur comme question. Et c'est pour ça On que je peut la dire pose. qu'on a un creux générationnel, c'est sûr, par rapport à une génération qui commence à prendre sa retraite avec Richard Gasquet, Gaël Monfils, Gilles Simon, j'ai oublié Joe Tsonga, qui ont eu de très très beaux résultats pendant de nombreuses années. C'était vraiment la vitrine du tennis français. On n'oublie pas aussi le tennis féminin avec Amélie Mauresmo, avec Marion Bartoli, qui ont gagné des titres de Grand Chelem. Ça commence à dater, tout ça. Ça commence à dater. C'est pour ça que je parlais qu'actuellement, effectivement, on est dans un creux générationnel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de formation de joueurs, de joueuses. Le tennis, c'est un sport très difficile au sens où c'est un sport mondial. Là, on parle des 100 premiers joueurs mondiaux. On n'imagine pas ce que c'est d'être dans ce club très fermé. Ça devient très difficile. Et c'est dû à quoi, Laurent? C'est une question de formation? C'est une question de J'ai un de chiffre à vous mentalité? donner. Ouais. J'ai un chiffre à vous donner, Ouais. puisqu'en fait, sur les 100 premiers joueurs mondiaux dont on parlait, il y a 11 Français. Ils ne sont pas en tête d'affiche. Le premier, il est 37e, c'est Adrian Manarino. Pour passer le deuxième tour d'un tournoi du Grand Chelem, si on passe ce deuxième tour, on est dans les 32 meilleures joueuses, 32 meilleurs joueurs. Et le premier est 37e. Donc on va dire logiquement, mathématiquement, ça veut dire que non, ils ne sont pas au rendez-vous. Ça ne veut pas dire qu'on a un déficit de formation. Le champion, c'est un projet personnel. La fédération va former des joueurs, des joueuses. Et bien, on espère tous que peut-être derrière, c'est son projet personnel qui va prévaloir et sur la durée, parvenir à haut niveau. Oui, Daria, alors quelques noms peut-être dans le département de gens qui sortent un peu du lot, puis qui arrivent un peu dans ces sportifs de haut niveau? Donc chez les garçons, on a quand même pas mal qui sont de la région Occitanie. On a donc Hugo Gaston, Benjamin Bonzi qui a été autour des 40e mondiaux, qui revient de blessure là, donc je crois qu'il est pas loin des 100e. Et puis on a des joueurs de double aussi qui sont encore en course à Wimbledon et qui sont des Toulousains, Sadio Doumbia et Fabien Reboul. Vous vouliez me faire mentir, donc il y a bien encore des Français qui sont en course. Il y a bien des Français encore en C'est ça. course Et en plus, double. ils sont toulousains. Et en plus, ils sont toulousains. Ouais. Voilà, Ils ont j'avais donc tout faux. formé à la Ligue Occitanie, donc c'est... D'accord, donc il s'appelle? Donc il y a Sadio Doumbia, Fabien Reboul qui sont encore en course. Puis après, les joueurs connus dans le circuit simple, il y a Benjamin Bonzi et Hugo Gaston qui viennent du coup de la région. Eh bien, écoutez, on va les suivre, en espérant qu'ils me feront mentir et qu'ils vont nous faire un résultat.
Comment vous voyez un peu ce qui se passe? Caroline, elle est 5e mondiale quand même, elle est tombée contre une jeune femme qui devait être 22e, 27e, quelque chose comme ça. Alors elle a été blessée, on a vu à l'épaule un peu avant, mais vous ressentez comment ce tennis féminin? Moi, je dirais que Caroline Garcia en particulier, et puis même d'autres joueuses, elles ont des jeux qui sont vraiment à risque. Donc, elle est très très agressive, et elle le dit elle-même. Donc, il y a la partie mentale qui est super importante dans le tennis, dans tous les cas. Mais avec ce style de jeu-là, c'est très facile du coup de passer à côté d'un match. Et c'est pour ça qu'on voit pas mal, et beaucoup dans le tennis féminin, des surprises. Des fois des joueuses qui sont 80e mondiale, qui vont gagner une top 10. Mais ces styles de jeu, même si je trouve que c'est en train d'évoluer, maintenant il y a de plus en plus de joueuses dans le top 10 qui varient un peu plus, qui sont pas sur un style Tapenko, qui vont vraiment tout taper, et il suffit que ce jour-là elles se sentent pas forcément bien ou que ça passe pas, il n'y a pas vraiment de match, quoi. Donc, est-ce que c'est une question de condition physique? Physiquement, est-ce que les filles, parce qu'on a vu certaines filles qui ont une musculature et tout, on voit aujourd'hui chez certaines joueuses de l'Est quand même, qui sont impressionnantes, et j'ai trouvé ça. Donc est-ce que ça joue, ça? Est-ce que c'est important, vous qui êtes dans le circuit un peu féminin? Je dirais que pour l'instant, je ne sais pas si c'est l'équipementier qui a évolué, qui a fait que ce qui était plus valorisé, c'était la puissance. On voyait pendant longtemps, c'était vraiment un jeu relativement court, avec 2 ou 3 frappes comparé à chez les hommes, même si c'est puissant, il y a beaucoup plus de variations. Je trouve que là maintenant, ça évolue. Il y a des joueuses qui varient davantage et qui vont faire autre chose que taper très fort dans l'axe. Ça va aller dans le bon sens par rapport à ça, où il y aura davantage d'échanges. Plus de technique, quoi. Ouais, plus de jeu. En tout cas, moi, je le souhaite, parce que je trouve plus sympa à regarder. Bon, en tout cas, merci pour cette petite analyse. Bon, on va espérer que dans l'avenir, Laurent, on ait des résultats un peu meilleurs quand même. Bien sûr, bien sûr. Alors, par contre, on a un super résultat d'un point de vue départemental. Le chiffre record de 28 151 licenciés de 2022 a été battu récemment, passant à 28 194. Donc ça, c'est un résultat hyper encourageant pour un président. Ah oui, c'est un bon résultat. Surtout qu'en fait, ce week-end, on a passé le stade des 29 000 licences. Donc 1000 licences de plus que l'an dernier. Voilà, donc il y a plusieurs contextes en fait. C'est que les clubs accueillent bien leurs adhérents, leurs licenciés. Grosso modo, on peut dire qu'il y a, sur les 28 000, il y a 15 000 jeunes et 13 000 adultes. 28 000, c'était le chiffre de l'an dernier. Le chiffre de cette année, le de 29 000, c'est la nouvelle licence du padel. C'est le padel qui est une discipline qui est en plein essor et qui est dans le giron de la fédération. Et beaucoup de clubs peuvent délivrer cette année une licence padel. Donc 29 000, c'est le seuil qui est dépassé cette année. Donc la fédération, on avait Bastien Blanquet qui nous avait dit, oui, le paddle est intégré au sein de la fédération du tennis. C'est exact. Ok. Et vous, du coup, au sein du département, quels sont les grands axes de développement que vous avez pu développer récemment? On est en lien direct avec la politique fédérale, la politique régionale. On en parlait, c'est la formation de jeunes joueurs. Le comité départemental au niveau de notre territoire s'occupe des enfants de moins de 12 ans. On fait de la détection, on fait des circuits de détection avec les clubs, avec les enfants qui puissent regarder un petit peu comment on évolue en dehors de son club pour jouer au tennis. Après, on a des circuits pour les adultes aussi, pour les plus grands, et pour tous les championnats départementaux qu'on organise, qui sont qualificatifs pour les championnats régionaux et nationaux. Alors, il existe différents types d'activités tennis aujourd'hui. Vous pourriez nous détailler un petit peu tout ça, parce que ça part dans tous les sens. On a dit qu'il y a le paddle, mais il y a plein de petites actions qui se font autour du tennis. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu tout ça ? En fait, les clubs organisent des tournois principalement, c'est leur activité principale par rapport à la compétition. Ils accueillent de nombreux licenciés par rapport à leur activité loisir. On a parlé de haut niveau depuis très longtemps, mais ce qui nous préoccupe, et ce qui est primordial pour nous, c'est de favoriser la pratique sportive pour tous dans les clubs, que chacun puisse trouver le tennis qui peut lui faire plaisir. Ça part des enfants, donc de 8, même des fois plus jeunes, de 5 à 12 ans. Et après, c'est la formation des enfants pour parcourir un petit peu plus le parcours du haut niveau. Il y a les compétitions par équipe. On l'oublie souvent, mais le tennis, c'est un rendez-vous presque toutes les semaines avec une équipe. Et c'est un format comme on le retrouvait dans la Coupe Davis, avec des simples et des doubles. Et on compte les points à la fin. Et c'est des compétitions qu'on organise au niveau régional, départemental, et qui remportent un grand succès.
Peut-être une petite question à Daria. Du coup, toi, typiquement, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du tennis? Et tu disais, tu t'es lancé il y a très longtemps. Enfin, après, tu m'as pas l'air quand même hyper âgé non plus. Donc, j'aimerais bien avoir ton parcours et savoir aussi si tu as un message à faire passer aussi auprès de jeunes et de jeunes femmes, notamment aussi. Enfin, quels seraient les messages que tu as envie de dire et de transmettre aujourd'hui? Voilà. Je dirais déjà de prendre goût à la compétition, qu'il y ait davantage de jeunes filles qui prennent plaisir à s'inscrire en tournoi, en compétition, parce que c'est vrai qu'il y a toujours une différence assez importante entre les tableaux hommes et femmes. Il y a beaucoup moins d'inscrites. Donc ça part de maintenant la nouvelle génération qui, je pense, va être plus motivée aussi pour faire de la compétition. Après, moi, le tennis, j'ai commencé, ça m'a rapidement plu. Je faisais d'autres sports à côté et les premiers matchs m'ont vraiment, ce côté mental, tous ces aspects-là complexes. Stratégie aussi. Cette stratégie, ça m'a tout de suite motivée. Ça m'a frustrée d'abord en premier, mais c'est de toute façon, il faut aimer, quand on fait du tennis, il faut aimer aussi cette tension, cette frustration. Mais c'est ce qui m'a motivée derrière à aller m'entraîner pour essayer de progresser, quoi. Toi, tu es plus sur la technique, en plus, comme il disait Laurent, par rapport à peut-être... Frappe moins dans la balle, mais tu places plus ton jeu. En tout cas, tes muscles, ils sont... on te je voit suis pas très grande, donc oui, non, j'aime bien varier. J'aime pas prendre des risques dès la première frappe. Là, j'aime bien qu'il y ait une construction dans le point. C'est ce qui me plaît davantage. Et du coup, quel message vous aimeriez passer à des gens qui aimeraient se lancer dans le tennis, mais peut-être qu'ils n'osent pas, justement, ou qui se disent que c'est peut-être trop de puissance ou voilà. Enfin, c'est vrai que moi je me dis, est-ce qu'à l'époque il fallait plus de 200 km/h ou... Là on parle vraiment de haut niveau, donc non, c'est pas, voilà, je pense que le tennis et je l'ai pas assez souligné, c'est un sport qui se pratique de 7 à 77 ans. C'est vrai, c'est le sport de toute une vie. Là, j'étais à Roland-Garros la semaine dernière, il y a les championnats de France, on voit des joueurs de 80 ans qui jouent et c'est quand même un superbe. Oui, c'est super. Voilà, donc c'est déjà ça, c'est-à-dire qu'en fait, il est adapté à tous, en fait. On peut jouer à chacun son niveau, son aptitude physique. Et c'est ça qui permet de se dire que oui, on est un sport qui va attirer, qui attire déjà. C'est le premier sport individuel en France. Et c'est le deuxième sport français. Et justement, alors le fait de voir arriver des disciplines un petit peu parallèles comme le paddle, là, comment vous voyez l'arrivée de ce paddle qui est peut-être plus ludique? Comment vous, dans la fédération de tennis, vous avez perçu l'arrivée de cette nouvelle discipline finalement? On le perçoit très bien, puisqu'en fait, c'est une émission de la fédération de développer ce sport-là. On est en déficit, malgré tout, encore d'infrastructures. Il y a beaucoup de structures privées, on va dire, qui loin du tennis par rapport à des structures associatives de clubs de villages ou de villes. Mais certains clubs commencent à construire des cours en partenariat avec les collectivités, donc ça c'est intéressant. Mais sur l'ensemble du territoire, il y a encore un déficit d'installation. Donc ça va prendre, ça va se développer. On organise ça comme une discipline, comme on a fait un petit peu le parallèle avec le tennis, avec des compétitions, l'accueil de jeunes joueurs, de jeunes joueuses. Il faut savoir aussi que le paddle, c'est encore une discipline qui est pratiquée par les adultes, pas encore par les enfants. Donc il y a de l'avenir pour cette discipline. Après, il y aura un choix à faire. Est-ce que je fais du paddle? Est-ce que je fais du tennis? Il y a un circuit qui se met en place. On a vu récemment le Man Paddle là, qui a eu lieu sur Toulouse, où j'avais l'occasion de rencontrer un des organisateurs. Et c'était assez surprenant parce qu'en fait, ils sont un peu comme le circuit, ils copient, on va dire, ce que fait Roland-Garros. Enfin, l'esprit, c'est un peu d'être dans ce sens-là. Ça peut aussi attirer du monde, puisque Canal+, pour pas le citer, mais Canal+ a bien travaillé sur ce visuel, finalement. Bien sûr. Et je pense que ça peut être quelque chose de motivant pour les gens qui regardent. Bien sûr. L'exposition médiatique sera de plus en plus importante. Et je peux vous annoncer qu'il y a un tournoi du Grand Chelem. Alors, si vous ne comprenez pas comment fonctionne le paddle encore au niveau fédéral, c'est un peu normal parce qu'il y a quand même pas mal de nouveautés là-dedans. Mais la Fédération française de tennis, c'est la première qui va organiser un tournoi du Grand Chelem qui a déjà eu lieu l'an dernier, au courant juillet à Roland-Garros. Et donc, la prochaine échéance sera début septembre sur le central de Roland-Garros. Et en dehors du coup de ces tournois, est-ce qu'il y a des initiations? Est-ce que vous faites des choses dans le département pour faire découvrir le tennis aussi sur des initiations? Est-ce qu'il y a des petites choses qui sont organisées et sur quel cours peut-être? Oui, en fait, il y a des initiations. Les clubs organisent dès le début de la saison les journées portes ouvertes
pour montrer que le tennis, on peut s'inscrire et commencer la discipline dès le début du mois d'août. Après, la fédération met en place un circuit urbain de tennis. C'est des petites initiations qui se font sur des places de village. Alors, places de village, des fois, c'est des grandes villes. Sur des grandes places de villes. Et on a accueilli récemment à Balma, en fait, 200 enfants qui sont venus jouer sur un terrain, juste un petit filet, un mini tennis. Voilà, donc ça s'est fait sur Tarbes, ça s'est fait à Gruissan. Et c'est une initiative qui est très réjouissante, puisqu'en fait, les écoles viennent nous voir et ils commencent à jouer au tennis. Alors, c'est des échanges de balles, mais c'est très, 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 très formateur. Et où les auditeurs peuvent retrouver toutes ces informations ? On met ça sur le site de la fédération, fft.fr, ou sur le site du comité départemental. Merci à tous les deux pour votre témoignage et votre dévouement pour le tennis. Voilà, nous vous souhaitons que le tennis dans le département poursuive son développement. Plein de succès à vous deux pour vos projets. Et vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Vous avez des informations à faire passer. Vous voulez revenir à l'antenne. N'hésitez pas à venir nous voir. Merci à vous. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants pour parler tournoi de beach volley au cœur de Toulouse. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne ? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. André Lafenêtre, bonjour. Bonjour Laurent. Voilà, André, on est ici sur un événement qui s'appelle, je vais encore me tromper, le Beach Tour Sport. Toulouse Beach Sport. Voilà. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe exactement dans cette compétition ? On voit qu'il y a plein d'équipes. À quel niveau cette compétition se pratique en fait ? Alors en fait, là, c'est un tournoi officiel de la Confédération européenne de volley. C'est un tournoi WEFSA, en fait c'est la zone ouest de l'Europe. C'est 8 équipes nationales de 8 nations européennes, les plus proches de l'Atlantique en fait, qui s'affrontent sur cette étape officielle de la Confédération européenne de volley. Alors on retrouve combien d'équipes et sur 2-3 jours, comment ça se passe cette compétition ? Alors en fait le tournoi officiel se déroule sur le samedi et le dimanche. On a 5 terrains dédiés à cette compétition-là. On en a un ici sur le central, sur place publique, et on en a 4 au Creps, puisque effectivement le premier jour il y a énormément de matchs de poules qui se déroulent, et on avait besoin de 5 terrains pour passer au dimanche qui sera un peu plus light, et sur laquelle évidemment ce jour-là on va jouer toutes les phases finales, quart, demi et finale de ce tournoi, quoi. Alors on est dans l'ambiance là, avec ce soleil qui tape, il y a eu beaucoup de vent. Les équipes sont à quel stade de compétition là, ça a été l'organisation ? Oui, on a pris un petit peu de retard ce matin, mais c'est bien, ça se passe plutôt pas mal. Là, on va attaquer les quarts de finale femmes sur la fin d'après-midi. Et on rattaquera demain matin, il reste là encore 3 matchs. Ça a joué toute la journée sur la place publique devant la halle de la machine. Alors le public répond timidement, on va dire au début, on voit que ça monte en puissance. Vous attendez du monde de demain encore ? Oui, on espère. Voilà, on a tout fait pour, on communique. Après, on est sur une place publique. C'était la première fois qu'on vient sur ce site qui est fréquenté puisqu'il y a la halle de la machine et le Minotaur qui se promènent. Ça va nous faire d'ailleurs de très très belles images d'ores et déjà qu'on a tournées puisque le Minotaur est passé en bord de terrain. Mais effectivement, le public ce matin était au rendez-vous. À partir du moment où la température s'est élevée à 14h, en fait, les tribunes se sont largement vidées. On a un peu de monde, mais sur les zones d'ombre qui jouxtent les terrains. On ne les a plus dans les tribunes, il fait trop chaud.
On est dans cette ambiance, on vous invite bien sûr sur le plateau pour nous retrouver et nous parler un peu plus de ça. Très rapidement et pas pour vous prendre trop de temps, c'est quoi les ambitions de cette épreuve dans l'avenir ? L'objectif est réellement de créer un événement sport de sable sur une zone donnée. Malheureusement, je ne peux pas aller sur la place du Capitole parce que sinon je passe au travers et je me retrouve au second étage du sous-sol. Donc on veut essayer de faire perdurer un événement ici, peut-être en mélangeant d'autres sports de sable à l'avenir. La compétition de l'année prochaine est en train de se décider actuellement avec les différentes fédérations et on aura effectivement quelque chose de très haut niveau en 2024. En tout cas, merci. Déjà, l'ambiance, il y a le soleil, l'ambiance est là, il y a de la musique, les gens ont l'air d'être contents. Donc, on se retrouve avec plaisir dans quelques temps sur le plateau. Bon courage pour la suite et puis pour demain, les dimanches, donc de belles finales. Très bien, merci. Oui, demain, temps fort à partir de 14h, les finales à 15 et 16h, hommes et femmes. J'espère qu'effectivement, ça va être un beau rendez-vous pour les Toulousains. Morgane Faure, bonjour. Bonjour. Et André Lafenette, bonjour. Bonjour Laurent. Merci, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation dans l'émission Et si on parlait de sport. J'imagine qu'après ces quelques jours intenses d'organisation, on aspire à souffler. Merci d'être venu directement du terrain au studio, ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir parmi nous. Avant de vous présenter tous les deux, j'ai quand même envie, en tant que sportif, de connaître les résultats. Morgane, si vous pouviez nous dire ce qui s'est passé au final de ce dimanche. Oui, avec grand plaisir. Donc, chez les garçons, ce sont les Français qui ont gagné, qui ont remporté. Génial. Voilà, et j'ai envie de dire un peu haut la main. Ils ont été très forts en fait tout le long de la compétition. Ils ont affronté en finale les Belges. Et sur la 3e place, on a encore des Français. Voilà, donc c'était une grande réussite chez les garçons. Et chez les femmes, c'est la Belgique qui gagne en finale contre l'Espagne. Et la 3e place revient aux Pays-Bas. Et nos Françaises, elles finissent 4e. Voilà. Ce sont des équipes de France quand même. Pardon ? Ce sont des équipes de France, tout à fait. avec le statut d'équipe de France. Tout à fait. Chaque fédération nationale ont envoyé leur délégation et leur sélection. Eh bien, bravo, en tout cas, bravo, les Français ont gagné. Ça nous fait toujours plaisir. Alors, Morgane, vous êtes ancienne sportive de haut niveau, passionnée de sport, et après 10 ans passés en équipe de France de beach volley, vous êtes aujourd'hui coach manager. Quel est votre rôle dans l'organisation de cet événement ? Mon rôle, il a été, j'ai envie de dire, multiple. En fait, j'ai accompagné André en tant que collaboratrice sur l'événement. Donc, j'ai essayé de l'épauler autant que possible sur la partie technique et sportive du beach volley. Et en parallèle, moi, j'interviens dans un club qui s'appelle le Beach Volley Toulousain. Donc, j'avais cette casquette-là. Je suis manager dans ce club. Et du coup, j'ai accompagné la présidente Linda Paravano dans le montage avec les bénévoles, la structure sportive, voilà. Donc il y a une réglementation, ça répond à certains critères qui sont valables au niveau international, l'organisation d'un événement comme ça ? Tout à fait, oui. Pour que ça soit homologué, parce que ce résultat va donner quelque chose aux vainqueurs, ça les envoie à un classement. Comment ça se passe ? Oui, il y a un classement. Alors, il n'est pas qualificatif pour les championnats d'Europe. D'accord. Par contre, c'est un tournoi qui est labellisé par la CEV, donc la Confédération européenne de volleyball, qui a décliné en fait par zone. Là, et nous, notre zone, c'est le WEFSA, ça s'appelle. Donc, c'est la zone ouest. Donc, ça concerne 8 nations. Alors, pour les citer, je vais essayer de ne pas en oublier, mais il y a la France, Espagne, Portugal, Italie, Suisse, Belgique, Pays-Bas. Allemagne. Et Allemagne, voilà. C'est pour ça que vous êtes en binôme, c'est normal, c'est important. Et donc, ça décerne pas forcément un titre, mais ça prépare pour les championnats d'Europe par la suite. Mais en volleyball indoor, le WEFSA est qualificatif. Donc, on va y venir. En fait, cette formule-là sera un système de points pour les nations. Et merci beaucoup. André, du coup, tu es l'organisateur de ce Toulouse Beach Tour et aussi dirigeant d'entreprise avec notamment le magazine Sport Région. Passionné toi aussi de sport, tu es aussi un acteur du développement du paddle. Donc comment tu arrives à accumuler toutes ces casquettes et toutes ces activités ? Le paddle est un petit peu en sourdine depuis maintenant quelques années, depuis 2019. Mais c'est quelque chose qui peut revenir d'actualité très très vite. Mais effectivement, j'ai fait partie de la première équipe qui a lancé le paddle en France, avec notamment l'organisation d'un circuit semi-pro, etc. C'était déjà il y a quelques années. Mais on va parler plutôt du Toulouse Beach Sport. D'où est venue cette idée et pourquoi donc Toulouse Beach Sport et pas que beach volley ? On en discutait en off. Alors,
l'idée de l'événementiel autour du beach volley, il était tout simplement venu d'une rencontre que j'avais eue il y a quelques années où j'avais interviewé une jeune volleyeuse qui était à l'époque en équipe de France et j'avais dit tiens un jour ça serait bien qu'on fasse quelque chose. J'avais déjà travaillé avec le Pôle France qui est ici à Toulouse à l'époque sur un événement en accompagnant, en organisation, en dotation, etc. Et je m'étais dit un jour je reviendrai sur le beach volley. Ça a pris du temps, ça a pris pas mal de temps. Mais voilà, l'année dernière on a collaboré avec le BVT. Le BVT, pardon. Le beach volley toulousain dans lequel évolue Morgane. On a collaboré sur l'organisation des finales de la Coupe de France. Ça s'était extrêmement bien passé. Avec l'idée, à un moment donné, de passer sur place publique, puisque l'idée, c'était réellement de créer un événementiel. Et Laurent, tu le sais, sur un événementiel, il y a la partie événementielle et il y a la partie sportive. La partie sportive, j'avais énormément besoin d'aide, et c'est Morgane et Linda qui m'ont largement aidé, enfin qui ont même tout fait sur ce sujet-là. Et sur la partie événementielle, c'était une première édition sur une place publique, face à la halle de la machine, avec des problématiques techniques beaucoup plus importantes que celles que j'avais imaginées, avec 700 tonnes de sable à transporter. C'est la première fois, moi je me souviens la première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as dit j'ai un défi de dingue, c'est la première fois qu'on va autant ramener de sable même sur une place publique. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, je ne pouvais pas me poser partout. Je ne pouvais pas aller sur la place du Capitole. Je me retrouvais dans le parking Vinci en dessous. Donc c'était un défi technique. Pour nous, sur une première édition, ça avait déjà été fait par ailleurs, mais pas très souvent. En général, on va plutôt dans des clubs établis ou sur des plages, c'est quand même plus simple. Mais là, la place publique a toujours été mon ADN, de façon à ce que le public vienne gratuitement découvrir des disciplines. C'était le paddle, c'est aujourd'hui le beach. Voilà. Et sur la partie événementielle, en fait, l'idée, c'était de regrouper des sports de sable. Alors avec des dimensions qui étaient à peu près similaires. Donc on avait invité le beach tennis. Bon, ça n'a pas pu se faire parce qu'il y avait un autre événement beach tennis sur ce même week-end. Le badminton est venu, a fait beaucoup d'animations. Voilà, et c'est quelque chose qu'on veut faire perdurer. C'est la raison pour laquelle c'est Toulouse Beach Sport. C'est pour non pas ne pas mettre en valeur le beach volley, mais c'est pour mettre en valeur en fait tous les sports que l'on mettra sur ce site. Sachant toutefois que la partie événementielle sportive, c'était réellement de mettre en exergue le beach volley de très haut niveau avec ces équipes espoirs internationales. Amener la plage à Toulouse, en fait, tout simplement. C'est ça. Avec toutes les activités qui vont avec. Oui, c'est ça. Et du coup, quels sont vos prochains projets pour cet événement et quelles sont donc les ambitions à plus ou moins long terme ? Alors, l'idée, on n'a pas eu encore le temps de débriefer le premier événement, on va le faire bientôt. Un petit bilan à chaud peut-être, là, tous les deux. Là, il fait très chaud aujourd'hui, il fait 30 degrés dehors, mais je suis beaucoup plus optimiste que Morgane. Morgane, ça a souffert aussi pas mal d'un point de vue sportif. Prête à repartir ou pas ? Oui. Question, on peut la poser quand même ? Oui, bien sûr. Après, on en rigole, notamment avec Linda, parce que l'année dernière, après les finales Coupe de France, le lendemain, c'était dur, moralement, très très dur, et on s'est dit plus jamais. Et 3 jours après, David Martin nous évoquait le sujet d'organiser un WebZA, et bon, voilà, on savait qu'on avait déjà un pied dedans, quoi. Donc, David Martin, qui est le coach de l'équipe de France, du Pôle France. Donc, prête à repartir l'année prochaine. On va travailler l'événement, mais quelque part, ça a quand même donné des résultats. Il y avait du public dimanche. Oui, dimanche, c'était vraiment encourageant pour nous pour se projeter sur une édition suivante. Et je dois ajouter que dans l'événementiel, on ne s'est pas tenu à un seul événementiel sportif. Du fait que le beach tennis ne vienne pas, on a organisé un tournoi interentreprise sous l'égide de la Ligue du sport en entreprise. Et donc, il y avait 12 équipes. Alors, j'ai plus le palmarès, mais je crois que c'est Airbus qui gagne face à Toulouse Métropole. Et c'est Eurovia qui termine 3e, c'est ça. Voilà. Ouais, joli. Donc, un très beau tournoi qui a donné une dimension de convivialité qui était vraiment importante. Et c'est ce qu'on cherche aussi. On ne cherche pas que la haute performance. Rassure-moi, tu ne vas pas mettre une plage à l'aéroport ? Alors, s'il faut qu'on change de site, pourquoi pas ? C'était une idée, d'ailleurs, je n'y avais pas pensé. Pas de droit d'auteur, c'est bon, je te l'offre. Merci. Alors donc, l'ambition, c'est de repartir pour une deuxième année, rassembler vos partenaires avec vous et capitaliser sur ce que vous avez fait cette année. Oui, tout à fait. On sait, une première édition,
C'est jamais simple, hein. On essuie les plâtres sur tout un tas de sujets, mais moi je me projetais déjà sur 2024. Hein. Avec 2024, il y a les Jeux Olympiques et tout, ça va être pas grave, il y a de la place pour le sport toute l'année. Heureusement, ça ne va pas juste se jouer sur les Jeux, même si c'est fabuleux qu'on ait les Jeux en France. C'est sûr. Mais on ne s'arrêtera pas là, c'est clair. Et qu'est-ce qu'il vous faudrait pour avoir peut-être plus de visibilité finalement? Parce que c'est peut-être ça aussi, c'est pour accueillir du monde, il faut aller les chercher et travailler peut-être une communication dans ce sens-là. Ouais. Alors c'est un point qui va être crucial sur la prochaine édition. Mais on est parti au mois de février, on est parti déjà très tard et on est parti très tard sans une seule image, sans rien du tout. Donc aujourd'hui, il n'y avait que la parole que l'on pouvait porter et la confiance que pouvaient nous porter certains partenaires pour nous faire confiance donc, et venir sur cet événement. Ça a été fait, on se souviendra de qui nous a suivis évidemment sur le premier événement et on va essayer de faire grandir ça sur les éditions suivantes. Et une petite réaction sportive. Je termine juste avec les sportifs. Comment ils ont perçu ça? Par contre, c'est intéressant d'avoir le retour des joueuses et des joueurs, même internationaux, qui étaient là. On a eu des très bons retours. Ils se sont régalés sur cette place. En plus, on a eu la chance d'avoir le Minotaur. J'allais poser la question. Est-ce que quand même le Minotaur est venu sur la plage, quoi? Oui, plusieurs fois. Au bord du terrain, il y avait une bande de 10 mètres qui était prévue pour cela. Donc c'était assez impressionnant d'avoir des clichés avec les joueurs ou joueuses qui servissent matcher et le Minotaur derrière. Et ils ont été très satisfaits aussi de l'accueil, puisqu'on les accueillait aussi en partenariat avec le Creps de Toulouse, qui est de l'autre côté du périphérique, où il y a des installations sportives. Il y a 4 terrains extérieurs et 4 terrains couverts. Donc on a pu aussi mobiliser ce site. Et ils étaient logés là-bas. Et tout s'est bien passé. Donc on a eu des très bons retours, oui. Donc là, il y a un autre gros projet, André, je reviens un peu vers toi, très sportif aussi, donc je pense que l'émission ici où on parlait de sport est aussi là pour ça, que tu prévois dans pas longtemps non plus, donc si tu veux en parler peut-être. Je te remercie de me rappeler que je dois me remettre au boulot dès demain. Effectivement, il y a un événementiel différent, sous un format plutôt conférence, un peu atypique, que l'on va lancer le 24 octobre prochain à Diagora. Juste à côté d'ici. Tout à fait. J'espère d'ailleurs qu'on va pouvoir collaborer. Ça va être un format très punchy sur la première édition, d'une grosse demi-journée, avec 3 conférences sur 3 thématiques sportives, alliant beaucoup d'images et des tables rondes de débat avec des spécialistes et des gens experts dans ces domaines-là. Et ça se terminera par une soirée qu'on a appelée le match des réseaux. On va essayer de réveiller tous les réseaux toulousains pour venir nous rejoindre et dîner en toute convivialité, comme on sait le faire sur les 3e mi-temps dans le sport. Alors je sais qu'il y a une conférence sur le sport féminin. Du coup, est-ce que tu interviendras peut-être, Morgane ? Non, pas pour le moment, il me semble pas, mais ou alors il m'a pas prévenu, mais non, pas cette année. En tout cas, merci beaucoup et le message est passé aussi pour octobre. Alors André, quelques mots pour finir de ce Toulouse Beach Sport avec toutes vos équipes. Oui, je voudrais vraiment souligner le travail qui a été réalisé par nos bénévoles. Les bénévoles du BVT, c'est une équipe extraordinaire que j'avais vue à l'œuvre l'année dernière sur la Coupe de France et ils ont été du même niveau cette année ou même encore mieux. C'est vraiment génial. Et puis mon équipe ont relancé l'activité événementielle puisqu'on avait été coupé pendant quelques temps pendant le Covid. Donc vraiment bravo à eux parce que sans eux, ça n'existe pas, quoi. Eh bien, merci pour les bénévoles. C'est important aussi de saluer tout ce travail de tous ces gens. Merci pour ce bel échange. En tout cas, on est à votre écoute et n'hésitez pas à venir vers nous s'il y a besoin, au contraire. Et si on parlait de sport, c'est pour parler de sport et de tous les sports. En tout cas, merci pour ce bel échange. Toulouse Beach Sport a vécu et on espère qu'il va continuer encore longtemps. Et bravo pour ce que vous avez fait tous les deux, pour votre accueil déjà. Pour nous, c'était aussi très sympa de passer un peu de temps avec vous. L'antenne vous est ouverte et bienvenue quand vous voulez pour communiquer. Merci Audrey et Laurent. Merci à tous les deux. Merci, à bientôt. Place maintenant à la chronique Sport, Santé, Bien-être avec Augustin Fenet. Et si on parlait de sport, la chronique. Augustin Fenet, bonjour et merci de venir dans cette émission Et si on parlait de sport, kiné et en même temps passionné de tennis.
Vous venez de finir vos études, vous venez d'être nouveau diplômé, bravo. Bonjour Laurent, merci beaucoup. Oui, c'est ça, je suis nouveau diplômé il n'y a même pas une semaine. Alors vous allez maintenant nous parler, bien sûr, vous avez fait une thèse, vous m'aviez dit sur la hanche exactement. Je voudrais justement qu'on démarre cette petite chronique sur quelles sont les blessures, puisque vous êtes spécialiste tennis, les plus importantes, ce qu'on remarque le plus dans le tennis. Alors en fait, il y a donc des blessures à distinguer en fonction des joueurs. Il y a les sportifs amateurs, donc plutôt ceux qui font 2-3 fois par semaine du tennis, et les sportifs professionnels, donc à haute intensité, voire tous les jours. Et donc au niveau des sportifs et des tennisman amateurs, on a ce qu'on appelle des blessures de type tennis elbow. Donc en fait c'est au niveau des extenseurs du poignet et ça peut créer des tendinopathies. Alors je vais vous couper parce que je suis pas un spécialiste, moi j'ai besoin de savoir concrètement qu'est-ce qu'un tennis elbow. On va déjà essayer de m'expliquer un petit peu plus ça, parce qu'on en entend parler souvent, mais vous qui êtes kiné maintenant, vous avez appris tout ça avec des mots simples. Qu'est-ce que c'est qu'un tennis elbow et comment se fait cette blessure en fait? Alors c'est des douleurs au niveau de la face latérale du coude, et c'est en fait avec tous les mouvements de la raquette quand on joue au tennis, ça vient créer des espèces de brûlures, des douleurs au niveau du coude. C'est une tendinite, c'est ça en gros? C'est ça. Comment on peut parer à cette blessure-là? Est-ce qu'il y a des positions qui sont bonnes ou pas? Quels sont les conseils à ce niveau-là? En fait, c'est l'adaptation des tissus qu'il faut qu'elle se fasse de manière très progressive. Donc, ce que je pourrais conseiller, ce serait pas de jouer directement tous les jours après n'avoir pas joué au tennis depuis très longtemps. Donc, ce serait vraiment adapter le tissu de manière assez régulière, mais pas tous les jours. Donc tous les 2-3 jours. Et en fait, progressivement, les tissus vont s'adapter et pouvoir en fait endurer la charge de tout ça. Alors, on a vu qu'un certain nombre de sportifs, maintenant de haut niveau, se blessent. On a tendance à dire aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais vous me corrigerez, que chez les femmes, c'est plus souvent. On les voit plus souvent s'arrêter, plus souvent baisser. Est-ce qu'il y a des conséquences? Est-ce que c'est dû à leur morphologie? Comment on peut expliquer je parle du haut niveau, comment expliquer ces blessures qu'on a l'air de voir assez récurrentes, plus, d'après ce que j'ai vu, chez les femmes que chez les hommes? Oui, c'est vrai qu'au niveau, je suis plus spécialisé entre guillemets sur la hanche grâce à mon mémoire. C'est vrai que j'en avais parlé beaucoup avec mon directeur de mémoire. Au niveau des hanches des tenniswomen, c'est un peu plus trop problématique. Et il y a plus de blessures sur ça. C'est vrai qu'après, il y a d'autres facteurs. Il y a notamment au dernier Roland-Garros, il y avait une joueuse japonaise qui était numéro 1 mondial qui n'acceptait pas en fait les interviews post-match pour leur santé mentale. Et c'est vrai qu'au niveau de santé mentale, chez certaines joueuses, notamment l'actuelle numéro 1 mondial, Sabalenka, ou elle est numéro 2, je ne sais plus, c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs où elles font plus attention. On va revenir un petit peu plus sur le monsieur tout le monde ou madame tout le monde qui joue au tennis, qui va partir en vacances bientôt. Qu'est-ce que, en tant que kiné, vous auriez comme conseil à donner? Justement, on vient de terminer l'année de travail, on va se retrouver tranquillement sur des terrains. Quels sont les conseils à donner pour tous ces tennisman qui vont taper la balle? Alors tout d'abord, donc ce qu'il y a de plus basique, bien manger, bien dormir et bien boire. Donc bien boire avant, pendant et après pour la récupération. Ce qui est important, c'est un peu l'échauffement aussi. Donc démarrer de manière très progressive si on n'a pas beaucoup de temps, l'entraînement, ou alors le match, ou alors faire un entraînement, enfin en tout cas un échauffement sans raquettes, ou faire des gammes de courses pour augmenter le cardio et préparer les muscles à l'effort. Alors boire, bien sûr, j'ai bien compris, quand vous parlez de boire, on boit de l'eau, c'est ça? Oui, c'est ça. Boire de l'eau, attention à pas trop boire d'alcool. Donc effectivement, il y a aussi une notion de temps, de soleil. Qu'est-ce que vous conseillez par rapport à ces histoires de température? On voit que dans certains matchs, c'est déjà très difficile pour les sportifs de haut niveau, mais qui sont un peu préparés. Vous, les conseils à donner par rapport à ça? Alors c'est vrai qu'en période de canicule, on déconseille de faire du sport. Donc c'est souvent le cas l'été. Ce qu'on pourrait faire, ce serait le matin, jouer le matin ou jouer le soir. Donc en tout cas en dehors des périodes très chaudes que sont entre midi et 16h. Et voilà, bien s'hydrater, mettre une casquette, un chapeau, lunettes de soleil si besoin. Et voilà, bien s'hydrater, c'est le plus important. Vous, cette passion de tennis,
en même temps, en parallèle avec votre carrière de kiné, vous disiez tout à l'heure un petit peu hors antenne que vous espériez peut-être poursuivre un peu plus loin. C'est compatible de faire les deux en même temps? C'est un choix bien sûr raisonné d'avoir votre métier et d'être tennisman, mais il y a aussi des petites ambitions derrière tout ça. Oui, bien sûr. En fait, donc pourquoi cette année post-diplôme de faire une année de tennis? En fait, c'est que j'ai pu poursuivre un peu le tennis pendant mes études, mais j'ai pas pu le faire de manière dont je voulais qu'elle se fasse, donc de manière très intensive. Il fallait que donc la priorité c'était les études bien sûr. J'avais pas le statut de sportif de haut niveau en rentrant en kiné, donc il fallait que je m'adapte comme tout le monde. Et donc une fois diplômé, une fois que toutes mes études sont très bien passées, voilà, je me laisse 1 an pour voir un petit peu mes limites et si je les ai pas encore trouvées, pourquoi pas poursuivre vers le circuit international et voir encore où est-ce que je m'arrête. Mais je sais très bien aussi qu'il y a une carrière kiné derrière qui me plaît beaucoup et il faut que je pense aussi à ça. Donc dans l'accompagnement, bien sûr, en tant que kiné, donc soit dans une structure, soit l'accompagnement d'un joueur, quel est un petit peu vos recherches, votre souhait en fait? Alors en fait cette année ça va être du tennis, mais ça va être aussi beaucoup de communication avec des coachs, des kinés du sport pour me faire quelques contacts. Je vais aussi me former toute l'année sur de la kiné. Donc là actuellement je fais un e-learning sur l'épaule. Donc voilà, c'est une articulation qui me plaît beaucoup en rapport avec le tennis aussi. Voilà, ce serait des contacts. Ce serait cool en fait de commencer ma carrière de kiné avec mon sport passion, donc qui est le tennis, et pourquoi pas suivre des joueurs sur le circuit ATP ou même ça peut être fille ou garçon bien sûr à la WTA. Donc et en académie, ce serait très bien aussi pour voir des jeunes joueurs et du coup faire de la prévention, quelque chose qui me tient à cœur, notamment j'en ai parlé pendant mon mémoire. Alors, ce qui va être compliqué, c'est que si vous montez dans le classement, il va falloir que vous trouviez un kiné. Alors en fait, cette année aussi, c'est un petit challenge. Donc ce serait en fait, si jamais j'ai des blessures, ce qui peut carrément être possible, c'est pas parce que je suis kiné que j'aurai pas de blessures, ce serait aussi de me rééduquer tout seul. Donc rééduquer, faire mon renforcement tout seul, et du coup prendre vachement d'autonomie sur ça. Déjà, en fait, avant même de donner des exos à des patients, ce serait aussi de les faire moi aussi en amont. Et donc je vais essayer de un petit peu tout survoler. Et pour pouvoir en fait avec ma propre expérience en parler à mes futurs patients ou tout simplement mes futurs sportifs que j'accompagnerai. Alors un petit mot quand même tennis, puisqu'on est en pleine période de Wimbledon. Là, je vais vraiment vous parler tennis pour conclure cette chronique. On vous remercie encore d'être venu dans l'émission. Et si on parlait de sport, vous abordez comment? Vous avez suivi un peu les débuts de ce tournoi à Wimbledon. Comment vous abordez un peu les Français dans tout ça sur un terrain qui est le gazon, qui n'est pas forcément notre prédilection? Alors oui, c'est pas forcément notre prédilection, mais en ce moment, en fait, il y a eu beaucoup de joueurs français qui sont sortis des qualifications. Donc déjà, bravo à eux. Et au niveau français, c'est vrai qu'en ce moment, il n'y a pas forcément de joueurs dans le top 40 ou dans le top 30. Mais c'est pas forcément grave. Mais en tout cas, il y a un gros panier de joueurs entre le top 50 et le top 150. Donc je pense qu'il faut un petit peu de temps. Et c'est vrai qu'il y a un petit creux. Alors avant, il y avait les 4 mousquetaires. Là, il y a un petit creux et c'est pas forcément très grave, mais d'ici 1 an, j'en suis sûr qu'on aura des jolies pépites devant nous. Merci beaucoup Augustin Fenet. Eh bien, on espère que nous on vous retrouvera dans ces pépites et puis que vous ne nous oublierez pas dans quelques années, si votre parcours vous le permet, de venir nous retrouver ici sur ce plateau de Si on parlait de sport. Un grand merci d'avoir accepté ce petit interview et surtout ce témoignage. Donc on a bien compris qu'il fallait faire attention pendant les vacances, qu'il fallait se protéger et que pour éviter les blessures, il fallait d'abord s'échauffer. Et j'ai bien compris aussi qu'il fallait bien boire, mais boire de l'eau. Et si on parlait de sport, la prolongation. Alors on se retrouve pour la prolongation avec nos invités, donc Laurent Darcos, Daria Fastre-Boursignac, Morgane Faure et André Lafenêtre. Donc merci à tous les 4 de nous avoir retrouvés. Donc je vous explique le principe des prolongations. En fait, c'est un quiz. Donc là, on a parlé en première mi-temps de tennis et en deuxième mi-temps quand même de beach volley en priorité. Donc moi, j'ai préparé un petit quiz tennis pour André et Morgane.
Je vois Morgane qui se décompose, genre, oh non, vous verrez. Et un petit quiz beach volley pour Daria et pour Laurent. Donc, on va commencer par André et par Morgane, du coup. Est-ce que vous êtes prêts? Je mise tout sur André. Ok, allez, première question. Dans quelle ville britannique Wimbledon se dispute-t-il? Donc là, on a fait... Londres. Ah bah ok. Alors, bravo André. Pour la petite histoire, sachez que j'ai toujours 4 réponses possibles. Donc là, en plus, on te met un point bonus pour la rapidité quand même, sans que je liste les 4 villes. Il y a une petite consonance Wimbledon spéciale dédicace puisque le tennis a commencé. Bravo. Deuxième question. En quelle année eut lieu la première édition de Wimbledon? 1867, 1877, 1887 ou 1897? Il y a 4 réponses, on les refait. 1867. Non, c'était 1877. Alors, vrai ou faux, Wimbledon est le plus ancien tournoi du coup de tennis au monde? Non. Bravo. Alors, est-ce que vous savez peut-être lequel? Lequel de ces joueurs ou joueuses de tennis possède le record de titres à Wimbledon? Roger Federer, Martina Navratilova, Pete Sampras ou Hélène Vril? Navratilova. Bon, alors là, André, là, impressionnant. Bravo. C'est soit objectif, c'est au pif ou quand même? Non, j'écoute quand même, je m'intéresse à tous les sports. Ah ouais, bravo, hein, vrai sportif. Hein. Autre question, là j'en ai fait 6 et 6 parce que c'était des questions rapides. Lequel de ces desserts est très largement consommé par les spectateurs se rendant chaque année à Wimbledon? Du cheesecake, du pudding, des fraises à la crème ou des rochers à la noix de coco? Ouais, ça c'est la petite question rigolote. La question cuisine. Non, Le pudding. Et voilà, c'était cliché, c'était fait exprès. Et c'est pour ça que j'ai rajouté, c'était des fraises à la crème. Autre petite question rigolote que j'ai voulu rajouter. Quels animaux sont utilisés chaque année à Wimbledon pour faire fuir les pigeons? Des aigles, des buses, des faucons ou des milans? Des milans. Ouais, des faucons. Voilà. En tout cas, merci. On est du coup à 3 réponses. 3 sur 6. Bravo, en tout cas. Est-ce que l'équipe tennis est prête pour le beach volley? Je les sens décomposés. C'est bon. Alors, attention, le beach volley se joue, ça c'est facile, sur l'herbe, sur le sable ou sur du plastique. Là, il va y avoir réclamation, Maître Moya, je sens André et Morgane qui sont là. Là, c'est trop facile. Sur le sable? Il y en a qui ont quand même suivi l'émission, c'est bien. Ouais, voilà. Après... Ok, deuxième question. Le beach volley est-il un sport olympique? Oui. Bravo. Et alors, la question qui tue, depuis quand? 1896, 1996. J'ai dit 1800, oui. Ouais, pardon. 1996, 1992 ou 1988? 1996. Ah, bravo, hein. Là, franchement, Laurent, il est à fond. D'où vient le beach volley? De Los Angeles, de Californie, de San Francisco? Il me regarde genre... De Californie. Ah bah là, c'est... Ouais, c'est ça. Il y en a qui suivent l'actualité sportive. Ouais, bah ouais. Moi, je savais pas tout ça, hein, donc c'est pour ça. Non, mais bien joué. Et durant quelle décennie fait-il son apparition? Donc dans les années 1930, dans les années 1920 ou dans les années 1950? 1950. Et non, c'était dans les années 1920. Autre et dernière question, donc désolé Laurent, il n'y aura pas le grand chelem. C'était là. Mais bon, dernière question. Combien y a-t-il de joueurs dans chaque équipe? 2, 4 ou 6? 2. Ah, bravo. Pour une entreprise, on en avait 4. Bon, ben là, la victoire, je suis désolée, le tennis l'emporte sur le beach volley 5-3. En tout cas, merci à tous les 4 d'avoir participé à ce quiz. On fait quand même la petite question buzz, parce que moi, j'aime bien quand ça bip en mode rapidité. Donc, c'est une question sur les JO. Alors, je vais en sélectionner une, du coup, pour que ce soit un petit peu objectif. Et on parlait justement Jeux paralympiques. Donc, je vais poser cette question. Donc là, le buzz est au milieu. Et là, c'est une question de rapidité. J'aime bien, vous enlevez bien les verres, c'est parfait.
Et donc là, c'est une question sur les Jeux paralympiques par rapport à justement la petite dédicace qu'on a fait aujourd'hui. Donc en quelle année, je vous rappelle qu'il y a 4 réponses possibles. En quelle année se sont déroulés les premiers Jeux paralympiques ? 1950, 1960, 1970, 1980. Oui, Laurent. 1970. Du coup, est-ce que vous avez envie de... La réponse. Alors, autre possibilité. Autre possibilité. 1980. Bon, ben vous n'avez pas gagné ni l'un ni l'autre. Non. C'était 1960. En 1960, il y a 400 athlètes de 23 pays qui ont participé aux premiers Jeux Olympiques à Rome, en Italie, du coup. Voilà. En tout cas, merci encore à tous les 4 d'avoir participé, d'avoir joué le jeu. Et vous avez, comme on dit chaque fois, vous avez le droit de revenir avec grand plaisir. C'est ça que vous avez gagné, le droit de revenir. En tout cas, merci vraiment. Et si on parlait de sport, fin du match. Et c'est la fin du match et de cette émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda sportif avec notre super chroniqueuse Pauline Gaston-Condutte. Oui, je vais commencer par le Tour de France à suivre tous les jours et notamment samedi 15 juillet. Il s'agira de la 14e étape du Tour de France entre Annemasse et Morzine, les Portes du Soleil, une étape de 151,8 km. Il est peu probable que les coureurs profitent de la vue sur le lac Léman en début de parcours car les 4200 mètres de dénivelé cumulés seront présents dans tous les esprits, en particulier les ascensions au col de la Ramaz et de Jouplane. Chacun a aussi conscience qu'il faudra mobiliser des talents de descendeurs pour plonger en vainqueur sur Morzine. Et dimanche, la 15e étape entre Léger, les Portes du Soleil et Saint-Gervais-Mont-Blanc, une étape de 179 km. En conclusion d'une fin de semaine exigeante, le décor est planté pour une explication entre leaders. La visite particulièrement rythmée de la Haute-Savoie amènera les coureurs au col de la Forclaz de Montmain, puis à la Croix-Frie et aux Aravis. Les coups les plus sévères seront probablement portés dans la montée finale au Bétex, dans la côte des Amérans, où certains passages atteignent les 17% de pente. Ensuite, en tennis, cette fin de semaine, il y a la suite du tournoi de Wimbledon avec les finales dames samedi et messieurs dimanche. Les mondiaux de para-athlétisme qui ont débuté le week-end dernier se déroulent à Paris, au stade Charletti. Cette compétition continue jusqu'à lundi prochain avec les finales. En football, le compte à rebours commence pour les joueuses de l'équipe de France féminine. Dans une dizaine de jours a lieu leur premier match de la Coupe du Monde face à la Jamaïque. En attendant, vendredi 14 juillet, les Françaises jouent un match amical de préparation à la Coupe du Monde face à l'Australie. Et enfin, toujours vendredi, il y a du rugby avec la finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Les Bleuets vont affronter l'Irlande. Et oui, merci beaucoup Pauline pour cet agenda. Et donc la semaine prochaine, dans notre émission, direction le Japon à Fukuoka pour les mondiaux de natation. Michel Coloma, directeur général du TOEC de Toulouse et membre du comité de natation de la Haute-Garonne, nous apportera sa vision de la natation et nous présentera la discipline au sein du département. En deuxième partie, nous reviendrons sur la Coupe du Monde du rugby des moins de 20 ans avec Romain Blatz, conseiller technique de la Ligue Occitanie, et Christian Bozom, secrétaire général du comité départemental de rugby, pour parler du rugby dans le département. Merci à Laurent Darcos, à Daria Fastre-Boursignac, à Morgane Faure, à André Lafenêtre et à notre chroniqueur du jour, Augustin Fenet, pour leur participation. Merci à tous les internautes de nous suivre et nous espérons vraiment que cette nouvelle émission de sport vous aura plu. Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne pour son aide précieuse et pour la réalisation de cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette 5e émission, Pauline, Marin et notre partenaire informatique Semperconnect pour ses conseils. Merci Laurent. Merci Audrey. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.